Bienvenue dans cette première édition du journal sur la télévision nationale, votre chaîne. Madame, Messieurs, bonjour, c'est parti pour ces 30 minutes. Après New York, où il a participé à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a profité de son passage à Bruxelles pour célébrer un homme. Un policier belge à la retraite, l'inspecteur Patrick Boenders, a été élevé au rang d'officier dans l'ordre national Héros Kabila Lumumba pour ses années de service dévoué à la sécurité de la communauté congolaise vivant à Bruxelles. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lui a Après lecture de l'ordonnance présidentielle lue par le chancelier des ordres nationaux, attribuant à l'inspecteur Patrick Boenders le titre honorifique d'officier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a décoré au titre d'officier dans l'ordre national, Héros nationaux Kabila Lumumba. Au-delà de sa carrière de policier, le chef de l'État a rendu hommage à un homme d'exception dont le professionnalisme, le sens du devoir et la disponibilité n'ont pas d'égal. Par votre professionnalisme, votre sens du devoir et votre disponibilité, vous avez su garantir la sécurité des manifestants et faciliter le bon déroulement des rassemblements, contribuant ainsi à prévenir toute tension. En vous décernant cette distinction, la République démocratique du Congo exprime sa gratitude, non seulement à un homme de mérite, mais aussi à travers lui, au peuple belge, pour l'amitié et la solidarité constamment manifestées à l'égard de notre nation. Je vous félicite et vous prie de recevoir cette décoration comme témoignage de notre haute considération et de notre reconnaissance. Je vous remercie. Bouboule. Mes félicitations. Visiblement ému, l'inspecteur Patrick Boenders, affectueusement appelé Bouboule, a fait part de sa profonde reconnaissance au chef de l'État, à travers lui, le peuple congolais dans son ensemble. Durant ces 18 années que j'ai travaillé avec la cellule Afrique, au sein de la police de Bruxelles, bien sûr, j'y ai côtoyé de nombreuses communautés africaines, mais c'est avec votre communauté que j'ai tissé les liens étroits professionnels et surtout des relations humaines qui m'ont permis d'exercer ma fonction avec tout le respect et la considération que j'ai pour votre grand pays. Cette remise de décoration honorifique me va tout droit au cœur et me touche d'autant plus que cette initiative vient personnellement de vous. Pour cela, encore une fois, je vous dis, Monsieur le Président, un grand merci. Les manifestations publiques à connotation politique ont souvent des répercussions significatives sur la communauté congolaise en Belgique, tant sur le plan psychologique que social. Une reconnaissance méritée pour un homme qui a su faire de son métier une vocation qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de la communauté congolaise. J'ai des bons souvenirs avec la personne qui a été décorée, parce que lors des manifestations qui se passaient ici à Bruxelles, il a toujours été du côté de l'apaisement. Il laissait les personnes manifester
il essayait d'encadrer les gens, il n'empêchait pas la manifestation. Et ça c'est important parce que c'était vraiment dans la politique belge. Le président qui était un combattant à l'époque, un grand combattant, a pu voir la différence, comment c'était géré quand lui présidait, encadrait les manifestations. On a tous vu la différence et je pense que le président méritait vraiment à faire cet acte-là parce qu'il a été vraiment exceptionnel. Il a laissé les combattants s'exprimer. Moi, il mérite ce qu'il a fait, il n'est pas n'importe qui pour nous, puisque nous étions dans l'opposition plus de 30 d'années et on collaborait ensemble et on travaillait avec lui ensemble. C'est pour cela que moi je suis fier d'être à côté de lui et pour moi je l'appelle Congolais. À 69 ans d'âge, aujourd'hui retraité, Patrick Bounders n'est pas seulement un policier décoré, mais un véritable symbole de l'unité et du respect mutuel. En reconnaissant l'impact positif de son engagement auprès de la communauté congolaise vivant la capitale bruxelloise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, envoie un message fort sur le rôle crucial des forces de police pour prévenir l'escalade des tensions et garantir le droit de manifester pacifiquement. Suivez à présent cette actualité liée à la sécurité dans la ville-province de Kinshasa où des braquages et des scènes de crimes sont signalés dans la plupart des communes. Le mardi 30 septembre à Bandalunga, pour ne citer que ces cas, 2 cambistes ont été la cible des attaques armées. Une tragédie qui a causé la consternation au sein de la population de la commune de Bandalunga. Suivez. Devant l'ancien shop de l'une des victimes, l'émotion était vive. Fiston Loussala, cambiste de profession, a été froidement abattu par des hommes armés, laissant derrière lui une famille en deuil et un quartier meurtri. Hier, vers 21h, à hauteur de l'arrêt Millimaude, la commune de Bandalungwa a vécu une nuit de terreur. En l'espace de quelques heures, 2 cambistes ont été pris pour cible dans le quartier Adoula et Lumumba. Ces attaques en série ravivent la peur dans cette commune populaire de Kinshasa où l'insécurité semble gagner du terrain. Entre colère et inquiétude, les riverains réclament des mesures urgentes. Selon plusieurs témoins, les coupures d'électricité favorisent la criminalité et aggravent la vulnérabilité des habitants. Les manques d'électricité favorisent encore la criminalité. Ici, dans notre commune de Bandalunga, dans nos maisons, il n'y a pas de courant. Nous vivons vraiment dans le noir. Un peu plus tôt dans la soirée, vers 20h, un autre cambiste avait déjà été agressé sur l'avenue d'Ibamboma. Touché aux jambes, il a échappé à la mort mais reste gravement traumatisé. Ses assaillants, comme ceux de Fiston Loussala, se sont enfuis à moto avec l'argent volé. Ces événements soulèvent de graves questions. Comment ces criminels se procurent-ils leurs armes ? Elle est un peu complexe. Donc, c'est-à-dire, la plupart de ces armes proviennent des circuits illégaux, c'est-à-dire de détournement, des vols, mais aussi, bien que ce n'est pas si fréquent, nos stocks nationaux. Il y a des agents mal intentionnés qui utilisent les armes de l'État pour commettre ces forfaits. Une question se pose, comment peuvent-ils agir à quelques mètres seulement de postes de police sans être inquiétés? La mort de Fiston Loussala résonne comme un signal d'alarme. Sécuriser la population et protéger ses biens ne peut plus attendre. Voilà, la première ministre Judith Suminwa poursuit son séjour de travail dans les Congo central à Tchela. Elle a exhorté la population au calme et à cultiver l'amour de la patrie tout en réaffirmant l'engagement du chef de l'État en faveur du développement local. Revenons dans ce reportage sur ces différentes visites, notamment celle effectuée au mausolée de Joseph Kasavubu, Chimène Dondo pour le reportage. C'est une promesse du président de la République qui prend forme. Dans le territoire enclavé de Tchela au Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est allée constater l'avancement des travaux sur la route Monterne-Singini, un axe stratégique de 112 km en pleine modernisation. Cette route, qui relie les zones de production au centre de consommation, mène également au mausolée du premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Sur place, la chef du gouvernement se veut rassurante. Elle salue les travaux de l'entreprise Grec 7 et promet la poursuite du chantier jusqu'à Kamba. Accueilli par une foule enthousiaste,
Julius Soumino Toulouka appelle à la patience, affirmant que le développement est en marche. Barachela, batata, bamama, bozalikolo. Boye bisanga sikolo. PDL 145 territoires. Ah ouais, pesi ndengeni. Kitoko. Donaka no yemsa mukonza mboka. Merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé aujourd'hui. L'idée du programme PDL 145 territoires vient du président de la République dans le but de construire des routes, des écoles et d'autres infrastructures essentielles. Il souhaite un développement intégral du pays. À travers le PDL 145 territoires, nous avons commencé la première phase du programme ici à Tchela. La construction du bâtiment territorial, la construction d'écoles et des centres de santé. La deuxième phase concerne les routes, les dessertes agricoles. Développement et salama, tina base. Autre moment fort, son recueillement à Singini. Devant la tombe de Joseph Kasavubu, la première ministre a rendu hommage à celui qu'elle qualifie de modèle de gouvernance. Un geste à forte valeur symbolique dans un lieu chargé d'histoire. Dans la province de Maïmondombe, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé l'opération Ndobo pour renforcer l'appui technique et financier pour contrer les actes antipatriotiques. Sur place, il a annoncé la tenue des forums de paix pour résoudre la crise des Mobondo à l'ouest du pays. Confrontée à la menace persistante des miliciens Mobondo, la province du Maïndombe va désormais bénéficier de cette opération qui apporte un appui technique et financier au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Des missions Nabino, il y a protéger territoire et province, population, et Vandikati à province. Rétablir la sécurité dans cette partie du pays touchée par des différents conflits communautaires est une priorité pour les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son gouvernement. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette nuit. Aux policiers, je tiens à vous rappeler de votre mission, celle de protéger la population. Vous devez respecter les citoyens et de vous assurer de bien faire votre travail. Nous, de notre part, nous allons vous doter des matériels, des engins, comme prescrit dans la loi de programmation, pour vous permettre de bien exécuter votre mission. Cette opération, lancée déjà dans plusieurs autres provinces, vise à intensifier la lutte contre la criminalité, aussi bien en milieu urbain. Tout s'est déroulé lors d'une grande parade policière organisée au commissariat provincial de la police nationale congolaise de la province de Maïndombe. À cette occasion, le patron de la territoriale, Maître Jacquemain Chabani, a rappelé aux policiers la nécessité d'adopter un comportement exemplaire tant dans leur tenue que dans leurs actes et de bannir toute forme d'antivaleur. Et puis les climats d'apaisement semblent définitivement être rétablis au sein de l'UDPS. Deo Bizibou Balola et Augustin Kabouya ont fumé les calumets de la paix et se sont décidés de collaborer ensemble pour préparer notamment les congrès prévus le 14 décembre de cette année afin d'adapter le texte réglementaire de ces partis politiques aux réalités actuelles. Alain Bikaï. Après plusieurs jours de tractations entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et son adjoint, Deo Bizibou, sous la facilitation du comité d'accompagnement, les climats d'apaisement semblent définitivement rétablis au sein du parti présidentiel. Le mardi 30 septembre, Deo Bizibou a regagné les sièges de l'UDPS sous l'escorte des cadres et militants qui étaient derrière lui pour se conformer aux directives de la haute autorité des référents du parti. Une réunion de près de 2h30 s'est tenue, à l'issue de laquelle une déclaration commune a été rendue publique, marquant officiellement la fin de la fronde interne. Les partis ont décidé de commun accord de se remettre ensemble et de tourner la page de leurs différends.
Elles se sont engagées à observer strictement toutes les orientations de la haute autorité, notamment celles relatives à travailler loyalement pour la restauration de l'unité et de la fraternité entre tous les combattants cadre du parti, a animé ce samedi 4 octobre 2025 au siège du parti une grande matinée politique de réconciliation. Cette réconciliation ouvre désormais la voie à la préparation du congrès extraordinaire de l'IDPS le 14 décembre prochain, étape cruciale pour adapter les textes du parti aux réalités actuelles et consolider son unité autour du président Félix Antoine Tshisekedi. À Cabinda, la journée internationale des personnes des troisième âge a été célébrée avec faste, un moment de reconnaissance et de solidarité envers les personnes des troisième âge. Cette cérémonie a été marquée par la présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. 1er octobre, la journée internationale des personnes âgées célébrée chaque année n'est pas passée indifférente. En RDC, l'association médicale pour la prise en charge des personnes âgées en Afrique et en Haïti a réuni à Kinshasa pour la circonstance les veuves et anciens combattants victimes d'une discrimination sociale. C'était l'occasion de sensibiliser l'opinion sur les réalités sociales vécues au quotidien. Un plaidoyer a été lancé pour le respect de leurs droits souvent négligés. Nous sommes précisément chez les anciens combattants, les gens qui ont combattu pour les pays, et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour défendre, plaidoyer pour que leurs droits soient restaurés en République démocratique du Congo. Nous avons mis en place un service SIAD. Service SIAD, ça veut dire que service de soins à domicile où nos parents de troisième âge pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé à leur domicile. Une initiative saluée qui rappelle que vieillir dans la dignité est un droit, pas un privilège. Dans le cadre de contrôle des conditions de travail des Congolais, le ministre du Travail et de l'Emploi a effectué une descente surprise hier, mercredi 1er octobre, dans les installations de la société Fatima Congo située à Ndjil Brasserie où il a constaté des irrégularités. L'employeur a 72 pour se conformer à la législation congolaise, un ultimatum de Ferdinand Massamba. William Tunakov nous en parle. Visiblement très déterminé à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des Congolais au sein des entreprises privées, surtout celles appartenant aux expatriés, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba Ouamassamba, accompagné des responsables de l'inspection provinciale du travail, qui multiplient ces derniers temps des descentes surprises sur le terrain, a effectué ce mercredi 1er octobre une visite improvisée dans les installations de la société Fatima Congo, une entreprise aux capitaux chinois spécialisée dans la fabrique et la commercialisation de meubles haut de gamme situés en Ndjili Brasserie dans la périphérie est de la capitale. Aussitôt les contrôles commencés, le patron de l'emploi en RDC a vite relevé plusieurs irrégularités au sein de cet établissement privé qui emploie plus de 90 agents. Je constate qu'il y a un sérieux problème ici par rapport à tous les étrangers qui sont ici. Aucun étranger n'a aucune carte de travail pour étrangers. Ils sont là il y a de cela une année. Il y a même l'absence de la contribution patronale au niveau des CNSS. Et il y a une fausse déclaration. Au lieu de payer pour 80 personnes, on déclare pour 16 personnes. Et il n'y a pas la contribution au niveau de l'INPP sur beaucoup de choses, pour ne citer que cela. Lors d'un échange avec les employeurs, Ferdinand Massamba a constaté que cette société, pourtant opérationnelle depuis plus d'une année, ne dispose d'aucun document légal obtenu en bonne et due forme, moins encore des contrats de travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Premier ministre Batindingai, partout, nous avons un contrôle pour les conditions de travail congolais. Bien. Nous devons appliquer la loi. Je vais demander à vos chefs de vous faire signer des contrats. Ça, c'est une obligation de la loi. Face à ces manquements graves, le ministre de l'Emploi et Travail a sommé l'entreprise Fatima Congo de se conformer à la législation en vigueur dans un délai de 72 heures.
Une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Kinshasa pour évaluer des projets nucléaires congolais. À cet effet, la ministre Marie-Thérèse Sombo a réitéré l'engagement du gouvernement congolais pour des nucléaires à des fins pacifiques. Cette mission fait suite à la participation de la République démocratique du Congo à la 69e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique où la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeure Marie-Thérèse Sombo, avait porté la voix du gouvernement congolais. Dans son adresse à Vienne, la ministre avait lancé un appel fort aux partenaires de la RDC afin de soutenir la construction d'un centre régional de recherche nucléaire à des fins pacifiques avec un accent sur la recherche en cancérologie. C'est dans cette dynamique qu'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivée à Kinshasa et travaille en étroite collaboration avec les commissariats généraux à l'énergie atomique pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre. Le projet des rayons de l'espoir sont une initiative qui avait été lancée par le DG de l'AIEA qui vise à doter les pays à revenus moyens et intermédiaires de structures pour le diagnostic et le traitement du cancer. Alors, ils sont venus pour évaluer sur le terrain et avec les parties prenantes l'état de préparation du projet en vue d'un financement qu'on pourrait décrocher si tout va bien d'ici à la fin de l'année. Cette mission d'évaluation, appuyée notamment par les fonds de l'OPEP en République démocratique du Congo, devrait ouvrir la voie à plusieurs retombées positives pour les secteurs nucléaires congolais, tant sur le plan scientifique que médical. Octobre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale du café et du cacao. À cette occasion, la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monganumbi, a expliqué les contours de la dite célébration qui met en lumière l'importance économique et culturelle de ces produits, aussi bien le travail des agriculteurs. Aujourd'hui, le 1er octobre 2025, la République démocratique du Congo s'associe à la communauté internationale pour commémorer la Journée internationale du café et du cacao sous le thème « Adopter la collaboration pour l'action collective plus que jamais ». Et pour notre pays, le sous-thème est « Le café et le cacao congolais, un futur à bâtir ensemble ». En 2024, nos exportations de cacao ont dépassé 70 000 tonnes métriques, une performance historique qui confirme notre place parmi les pays producteurs et exportateurs en croissance. Ces résultats traduisent l'engagement des producteurs, l'accompagnement de l'État et le dynamisme de nos partenaires. Mais ils ne représentent qu'une étape. Nous devons aller encore plus loin. L'ONAPAC, en tant qu'organe technique du gouvernement sous tutelle du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, met en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la revanche du sol sur les sous-sols l'un des piliers de sa politique économique pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Que vive la Journée internationale du café et du cacao, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ONAPAC, que vive le café et le cacao congolais. Je vous remercie. Le ministre de l'économie numérique a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars américains d'ici 2030 pour faire de la République démocratique du Congo un hub digital en Afrique. Augustin Kibasa Maliba a appelé les investisseurs américains à investir en RDC afin de bâtir avec le peuple congolais une nation digitale ouverte, inclusive et prospère. Retour sur cette rencontre avec les investisseurs américains à New York avec Nono Manseko. 1 milliard de dollars américains, c'est l'enveloppe qui compte allouer le gouvernement congolais d'ici 5 ans pour faire de la République démocratique du Congo un hub digital en Afrique. C'est l'annonce faite par le ministre de l'économie numérique, Augustin Kibasa Maliba, à New York, au forum DRC Digital Nation 2030
organisé en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Ce montant servira à renforcer la connectivité à travers les pays et à créer des millions d'emplois. La volonté du président de la République de faire de la République démocratique du Congo un hub digital d'ici 2030 est plus que évident. Il lance le nouveau plan de développement du numérique dans le pays, Horizon 2030. Dans son discours, il a parlé d'abord des infrastructures, d'accès donc la connectivité et l'hébergement. Il a aussi parlé justement du e-gouvernement. Il a aussi insisté sur la manière dont nous allons pouvoir mettre en place cette gouvernance. $1 milliard à investir pour justement booster la connectivité, qui est le socle de la digitalisation. Le président est déterminé et bien entendu le gouvernement et tous les autres acteurs qui devraient accompagner le pays dans cette digitalisation. Et donc nous allons nous mettre en branle avec toutes les institutions du pays afin de s'assurer que cette vision soit réelle et que le Congo de demain soit véritablement connecté et par conséquent développé. Pour l'émergence d'un écosystème numérique et inclusif, il est impérieux que les acteurs publics et privés ainsi que les partenaires extérieurs se concertent. En s'investissant dans les numériques, la RDC entend se positionner comme un acteur stratégique de l'économie numérique du continent. Le challenge est immense, a reconnu le ministre du numérique Augustin Kibasa Maliba, et l'ambition est à la dimension des enjeux. Et enfin, la République démocratique du Congo aspire à 65% des populations avec un compte financier formel d'ici 2030. Le Fonds pour l'inclusion financière qui accompagne le gouvernement congolais en la matière a procédé le mardi 30 septembre à la publication du rapport pilier 3 juin 2025. Le directeur général de cette institution financière, Patrick Congo, a révélé les performances réalisées durant la période des 6 mois consécutifs. C'était devant la presse nationale. Suivez. C'est pour s'acquitter de son devoir de redevabilité, de transparence et de responsabilité que le Fonds pour l'inclusion financière a rendu public son rapport pilier 3 du premier semestre 2025. Avec une situation financière saine, renforcée et conformément aux exigences de la Banque centrale du Congo, ces rapports évoquent une solidité financière avec un ratio de 37% de liquidité. On a réalisé un profit net, plus $1 million à mi-année, et la solvabilité, les ratios, nous sommes à 37%. C'est un signal fort adressé à nos investisseurs, à nos partenaires qui continuent à croire de soutenir notre activité. Le FPMSA que dirige Patrick Congo avec perspicacité ne lésine pas sur les moyens pour prêter main forte aux micro, petites et moyennes entreprises. Dans les milieux ruraux, le FPMSA s'est engagé à apporter un appui de taille, notamment aux coopératives, pour appuyer le secteur agricole. Effectivement, le secteur agricole, ça fait partie des priorités du président de la République. Nous avons identifié des canaux pour créer des résultats immédiats. On va vraiment appuyer les coopératives d'épargne de crédit et les institutions de microfinance dans les milieux ruraux pour soutenir l'offre de crédit agricole. Déterminé à promouvoir et atteindre l'inclusion financière sur toute l'étendue de la RDC, le FPMSA entend poursuivre sa dynamique de croissance, notamment dans le déploiement des solutions financières innovantes pour répondre aux besoins des marchés. Voilà la publication de ce rapport pilier 3 du Fonds pour l'inclusion financière met fin à cette édition d'information. Mamita Bangoulou et Ribin Kumbu ont réalisé cette édition. L'équipe technique composée d'Éric Djoké ont assuré également le travail. Tout à l'heure, vous allez revoir Mbire Ndeke Ami pour l'édition de la mi-journée prévue à 13h30. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous. Merci d'avoir été des nôtres. Nos villes ne nous ressemblent plus, conçues sans nous, héritées d'un autre temps, fragmentées. 1960, l'indépendance, l'espoir jaillit, mais les infrastructures se dégradent, les villes débordent, sans planification, l'avenir est compromis. Les inégalités créent des crises, pillages sur lesquels s'ajoutent les guerres.
4 décennies d'instabilité chronique, des routes effacées, des hôpitaux désertés, des populations abandonnées. 2025, un tournant entre mémoire et renaissance, entre ruines et espoir. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue de reconstruire, d'imaginer nos villes, de réconcilier les territoires avec son peuple. Expo Béton RDC 2025, 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC post-conflit. Ce n'est pas un slogan, c'est notre plan, notre pacte, notre avenir. Pour bâtir, maintenant, rejoignez-nous du 8 au 11 octobre 2025 au Centre culturel et artistique en face du Palais du Peuple. Au programme, ateliers, networking B2B et B2G, visite des entreprises. Bienvenue à tous.